toutes et tous, merci de nous rejoindre pour cet épisode d'Au-delà des mots. Au-delà des mots, c'est une conférence brève de 45 minutes qui est destinée à vous éclairer sur les enjeux d'une grande thématique qui serait liée de près ou de loin au sujet du renouvellement urbain. Ce format aujourd'hui est dédié à l'économie circulaire et au réemploi, qui est une thématique nouvelle dans notre catalogue qui nous semble indispensable de traiter aujourd'hui en lien avec les projets de renouvellement de territoires et de quartiers. Pour en parler aujourd'hui, nous avons invité Alexandre Bouton, qui est urbaniste, architecte, menuisier, qui va vous présenter sa vision du sujet et les grands enjeux qu'il recouvre. Vous pourrez ensuite lui adresser un certain nombre de questions qu'on partagera avec lui. Quelques rappels en termes de règles et de méthodes. Comme vous êtes très nombreux, on est vraiment très content du succès de ce format. Vous êtes une soixantaine à vous être inscrits, agents de collectivité, agents de bailleurs sociaux, de l'État, conseillers citoyens, représentants associatifs. Je le dis aussi pour que vous sachiez un petit peu qui vous êtes tous derrière vos écrans, mais autour d'une table virtuelle. Comme vous êtes assez nombreux, nos règles sont assez drastiques malheureusement. On ne vous a pas autorisé à ouvrir vos micros. On vous propose de nous adresser toutes vos questions par le biais du chat. On les traitera plutôt à la fin de l'intervention d'Alexandre. Cela étant dit, si vous avez des questions de compréhension sur quelque chose qui vient d'être dit, un acronyme malheureux qui nous aurait échappé parce que ça peut arriver, n'hésitez pas à nous le signaler et on demandera tout de suite à Alexandre de revenir sur ce qu'il vient de nous expliquer. Mais si ce n'est pas le cas, eh bien, adressez-nous le reste de vos questions et on en discutera à l'issue de sa présentation. Alexandre, je te laisse la parole pour cette présentation très illustrée que tu nous as préparée. Merci beaucoup, Céline. Merci à tous d'être là. L'intérêt en fait que suscite cette présentation me remplit de joie parce que ça montre à quel point l'enjeu carbone, l'enjeu du stockage carbone à travers nos actions est un point extrêmement important. Et donc, du coup, je vais illustrer ça à la fois à travers un périple que j'ai pu faire à travers l'Europe sur une observation des modes de décentralisation de production, de la décentralisation de l'énergie, et puis sur ma propre expérience à la fois en tant que charpentier, menuisier, urbaniste et architecte. Je repars d'abord d'une dimension un peu historique. L'idée, c'est dans un premier temps voilà, de revenir sur des fondamentaux que beaucoup d'entre vous doivent déjà connaître et maîtriser, mais c'est important de les rappeler parce que vous verrez que dans la manière avec laquelle j'analyse de nouvelles pratiques professionnelles, de nouvelles manières de faire notre métier à travers ce qu'on appelle le design inversé, vous verrez que ça change véritablement la donne. Là, je vous montre dans cette petite diapo, en fait, en haut, donc les chiffonniers de Paris. Vous savez que Haussmann a voulu éradiquer dans les années 1870 avec l'apparition, bien sûr, des virus, le choléra, la peste. Et donc, du coup, sortir les déchets de Paris a été un enjeu extrêmement important entre 1850 et 1920. Au début, ce que disait Sabine Barle dans son livre « L'invention des déchets urbains », en fait, elle disait, en fait, il n'y avait pas de déchets dans Paris parce que les chiffonniers recyclaient tout, les bouts, les tissus. Il y avait des institutions de chiffonniers pour chaque déchet. Et peu à peu, on a eu cette volonté donc, de la part de Haussmann de sortir les déchets de Paris et en sortant les déchets de Paris, de mettre en place toute une technologie, toute une technique pour ce faire. Et notamment l'apparition de la poubelle en 1880 avec cette idée du ramassage des ordures qui peu à peu s'est mis en place avec 4000 chevaux qui étaient sur l'avenue Gaston Roussel à Romainville, non loin de là où nous sommes positionnés à Pantin avec l'école de la rénovation urbaine, où étaient donc les écuries qui allaient avec les chevaux chaque jour charrier donc ces déchets. Et c'est les charrettes qu'on voit là à droite et à gauche. Et à gauche, donc le premier en fait broyeur de déchets qui apparaît dans les années 1890 à peu près, situé à Saint-Ouen sur les bords de Seine.
Ce qui explique que ben, les chiffonniers voulant voilà, continuer à vivre de leur métier, en fait, aidaient les éboueurs à mettre les déchets dans les charrettes et puis mettaient de côté dans la charrette une partie de ce qu'ils voulaient récupérer, qu'ils bénaient à la porte de Saint-Ouen, où ben, voilà, les puces de Saint-Ouen sont le résultat de cette histoire. Peu à peu, on s'est rendu compte que ben, le fait de massifier cette récupération du déchet a commencé à nous dépasser. Donc là, on voit le jet de déchets dans la Seine avec des organisations comme ça collectives. Et puis, peu à peu, la technicisation avec l'apparition des premiers véhicules en 1920, 1910, 1920, avec ensuite les premiers incinérateurs qui se sont mis en place un peu plus tardivement à Saint-Ouen, à Ivry et à Issy-les-Moulineaux sur Paris. En tous les cas, l'idée, c'est de vous montrer à quel point la relation entre ce déchet, la manière avec laquelle la matière, la ressource, le gisement devient ce déchet, et puis la technique qui est mise en place ensuite pour le collecter, engage en fait toute une logique derrière ben, de perte d'économie, de substances, de carbone à travers cette manière d'enfouir, d'incinérer les déchets, de vouloir s'en débarrasser sans véritablement savoir au final bah, qu'est-ce qu'on utilise, qu'est-ce qu'on gère et comment on le gère. On fait un saut dans le temps et dans l'espace. Là, on est un peu dans mes contrées d'origine. Moi, je suis originaire de la Haute-Saône, donc la Franche-Comté, une région très forestière, en fait, où on a une tradition ancestrale, en fait, qui s'appelle l'affouage, où, en fait, la tradition, c'est que comme il y a beaucoup de bois, beaucoup de forêts à gérer, en fait, les communes gèrent leur bois, en font un revenu et à travers le déchet de chaque arbre, c'est-à-dire le branchage, elle permet en fait aux administrés de sa commune de pouvoir ben, venir nettoyer la forêt, découper les bûches et avec ces bûches de pouvoir se chauffer pendant l'hiver. En fait, je vous montre ça parce que cette technique, elle existe encore aujourd'hui. Donc, il y a beaucoup de familles qui s'organisent durant tout l'été pour avoir une partie de l'été qui sert à ça, à se mettre ensemble, aller dans la forêt, découper du bois pour préparer l'hiver. Et à la fois, c'est ancestral et à la fois, il y a une part de solidarité entre la ressource du territoire, la manière avec laquelle cette ressource produit une économie à l'échelle des communes qu'elle nourrit quelque part, et la manière avec laquelle le déchet, plutôt que de pourrir dans la forêt, ce branchage, en fait, il est nettoyé par les habitants et construit une économie de pérennité, une économie de responsabilité vis-à-vis de ces gisements qui est exceptionnelle. Je vous en parle parce que cette relation entre l'idée qu'on peut être gagnant-gagnant sur la gestion d'une ressource qui ne devient pas un déchet, mais qui devient une économie réelle, c'est vraiment cette idée de l'économie circulaire sur laquelle on peut travailler. Et mon idée, c'est vraiment de vous présenter tout ça comme un peu un teasing de la formation qu'on fera plus tard, mais Céline reviendra là-dessus, et de vous donner envie de venir et d'être surtout les ambassadeurs de ces éléments. Je vois qu'il y en a déjà beaucoup qui sont engagés, mais en tous les cas, de ne pas perdre espoir parce que je sais à quel point c'est difficile et qu'on peut rapidement baisser les bras sur des sujets aussi complexes. Juste pour une des origines importantes, là, on voit donc le Danemark avec donc la ville de Copenhague ici, la ville de Malmö sur la Suède. On voit donc l'Eurosonde avec cette limite comme ça entre l'eau, la terre, le côté presque insulaire de ce pays. Et on voit dans l'ouest donc Kalundborg, qui est une ville où est née en fait ce qu'on appelle l'écologie industrielle dans les années 80-90. L'écologie industrielle, donc c'est cette idée que le déchet d'une entreprise puisse devenir la matière première d'une autre entreprise. Au départ, ça part d'un constat très simple, une grosse entreprise de production énergétique au charbon, donc pour le coup pas très écologique au départ, qui produit beaucoup de vapeur, qui a besoin de beaucoup d'eau pour en fait refroidir ces vapeurs, refroidir ces fourneaux. En fait, se sert d'une eau qui n'est pas réutilisée derrière quand elle se transforme en vapeur, quand l'eau rentre en contact avec les turbines qu'elle refroidit. Et la ville met en place tout un système de réseau de chaleur avec la récupération de ces éléments.
peu à peu, ils se rendent compte que dans l'incinération du charbon, il y a un déchet en fait qui produit une partie de gypse. Et là, une autre entreprise, Novo Nordisk, se positionne pour récupérer ce déchet et faire du plâtre. Et donc, du coup, à l'échelle de toute une zone d'activité, il y a un ensemble d'échanges entre des déchets, des ressources qui se met en place. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est la naissance de l'écologie industrielle, de cette idée qu'il y a une symbiose qui peut se mettre en place entre différents acteurs, certains qui produisent des gisements, des potentiels d'énergie, et d'autres qui les réutilisent. Et à travers cette étude de cas, ce qui est important, c'est de retenir ce que le plus important dans cette logique-là, c'est le manager, c'est celui qui va mettre en relation les entreprises, celui qui va jouer un rôle de neutralité entre le déchet identifié, la manière avec laquelle il peut devenir un gisement et un potentiel de valorisation par une autre entreprise. C'est un rôle essentiel, comme on a des managers de centre-ville, comme on a des... Il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit vraiment là pour veiller au grain sur ces éléments-là. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que c'est un exemple qui a servi en fait de référence en fait quand Hammarby a voulu penser le métabolisme urbain, donc passer de l'écologie industrielle au métabolisme urbain sur le quartier d'Hammarby au sud-est de la ville. Donc on voit bien ici donc toute la logique de cette ville de Stockholm qui est en fait une sorte d'archipel où l'eau est partout, hein. On sait maintenant pourquoi les Suédois ont un code de l'environnement qui s'impose à tous les autres codes, contrairement à nous en France, le code de la propriété. Ça change un peu voilà, beaucoup de choses, notamment sur cette capacité avec laquelle les gestionnaires des eaux ont su construire une économie autour de cette volonté de faire écologie urbaine. On retrouve ici le quartier qui s'est construit sur un Y de canaux, comme ça, avec une colline ici qui est extrêmement importante. J'y reviendrai tout à l'heure. On voit donc ce tissu historique a été planifié. Alors en termes environnementaux, on est sur un urbanisme voilà, qui n'a rien d'exceptionnel. Je dirais la grande qualité de cet urbanisme, c'est d'être pensé dans une logique extrêmement solidaire entre la dimension opérationnelle, bâtimentaire, et la dimension de l'aménagement global. L'idée, c'était de ne pas avoir une exigence énergétique à l'échelle d'un bâtiment, mais d'avoir une exigence carbone à l'échelle de tout un quartier, ce qui change beaucoup les choses, vous allez le voir dans la suite. Là, on a le quartier tel qu'il était en fait à l'origine, les travaux en 99 et puis les premières livraisons avec un quartier qui a avancé très rapidement derrière. L'idée du métabolisme urbain, elle est où? Elle est dans l'idée que le déchet de ce quartier, donc les eaux usées, les déchets, les composts, viennent en fait alimenter une station de méthanisation juste à proximité du quartier qui permet de créer du gaz qui est ensuite réutilisé à la fois dans les gazinières et dans les bus au biogaz qui permettent de desservir le quartier. Quand on est dans le quartier, cette usine, on la voit pratiquement pas. Elle est sur la colline que je vous montrais tout à l'heure, juste à côté. Et dans cette colline, en fait, on a donc, et c'est là, donc Stockholm Vatten, qui est donc un des gestionnaires à la fois de l'eau et de l'énergie suédois extrêmement connu, gère cette volonté de créer cet écosystème à l'échelle d'un maillage urbain très large. Et il faut se rendre compte que cette colline, en fait, à l'intérieur, on a donc des roches qui ont été creusées, dans lesquelles on a 17 km de galeries, dans lesquelles sont positionnés les eaux, les eaux usées, les déchets organiques pour être méthanisés. Donc, c'est une institution, c'est un savoir-faire, c'est quelque chose, voilà, j'ai emmené beaucoup d'élus là-bas avec l'idée de pouvoir faire une réplique. C'est très complexe parce qu'on a peut-être on a des entreprises qui savent faire, bien sûr, les stations d'épuration, mais sur des logiques comme ça, aussi écosystémiques, on aurait des choses à inventer. Je vous montre cette image pour vous montrer à quel point voilà, le paysage a un impact à la fois identitaire, à la fois dans la manière dans les savoir-faire qui ont été développés dans ce pays. Ensuite, je vous montre un autre quartier qui s'appelle Björkhagen, qui se situe au sud-est de la ville. Pourquoi je vous montre ce quartier? Parce que dans la relation entre la manière avec laquelle il a été construit et la manière avec laquelle il a été géré, il y a quelque chose de très intéressant que j'ai compris à cet endroit-là.
et qui pourrait nous inspirer notamment dans les quartiers sensibles, enfin dits sensibles sur lesquels on travaille. On est donc sur un quartier de maisons accolées, plutôt intermédiaires, avec des maisons superposées, des appartements qui sont un peu les uns au-dessus des autres. Mais l'intérêt en fait de ce quartier, c'est de voir que donc on est sur un patrimoine de bailleurs national, et puis de voir que en fait les habitants sont très inclus, très engagés dans l'entretien du quartier. Alors au départ, je comprenais pas bien pourquoi ils étaient aussi engagés, et en discutant avec les habitants, donc ils nous ont expliqué. Il y avait deux choses essentielles. La première, c'est que les habitants sont intéressés à la diminution des charges, c'est-à-dire plus ils s'engagent collectivement à entretenir la chaudière, à entretenir les parties collectives, plus leurs charges diminuent. Et ils ont un intéressement aussi à un droit d'héritage sur le bien, c'est-à-dire plus ils entretiennent le bien, plus ils prouvent qu'ils l'entretiennent, et plus en fait ils accèdent à ce droit d'héritage. Et là, pourquoi je vous parle de ça? Parce que c'est intéressant de voir comment l'objet en fait, qui a été construit, puisque les maisons, ce sont quand même des objets quelque part, hein. Je rappelle cette théorie de Bruno Latour, l'objéification du monde qui a été mise en place durant le siècle dernier, qui nous a quelque part un peu emprisonnés, qui a fait que l'humanité a voulu construire le monde à l'image de ce qu'il voulait qu'il soit, et qui nous échappe aujourd'hui, voilà, toutes ces émissions carbone à travers les objets qu'on a construits. On voit dans un pays comme celui-là, où le paysage s'impose en fait à ces objets, qu'il y a une logique de garantie, de responsabilité vis-à-vis de cet objet qui fait que on a une sorte de retour sur investissement sur le long terme qui est extrêmement intéressant. Je dis ça d'autant plus que voilà, quand moi je travaille aujourd'hui sur des quartiers dans différentes villes de France, et qu'on voit des locataires qu'on dispute parce qu'ils ont fait des travaux dans une salle de bain, ou parce qu'ils ont entretiennent les parties communes de manière collective, mais peut-être pas de manière suffisamment normée. Eh bien, du coup, on les désolidarise du territoire dans lequel ils vivent, on les empêche de pouvoir s'approprier ce territoire, et c'est quand même un vrai souci. Alors ça, c'est juste pour la petite histoire, hein. On a des toilettes qui permettent de récupérer les urines dans ce quartier, et qui permettent aussi de rejeter directement les urines. Donc on sait qu'en France, ça va être un des gros sujets des années qui vont venir. On a de moins en moins d'eau, on a de plus en plus de difficultés à alimenter les stations d'épuration. Et dans un pays comme celui-là, comme l'eau est vraiment un patrimoine, un bien commun, eh bien, ils trouvent une manière de séparer les éléments pour pouvoir les traiter de manière différente, et donc du coup d'avoir moins d'eau utilisée. Donc voilà, ça c'était pour cette histoire. Je passe rapidement sur la suite, et je reviens sur cette image de Copenhague. Donc on se balade un peu dans les pays du Nord et dans leur savoir-faire. Voilà, donc on essaye de s'inspirer bien sûr, et puis il y a des choses qu'on sait bien mieux faire qu'eux sur d'autres aspects, mais en tous les cas sur l'écologie systémique, sur les métabolismes urbains, ils sont assez forts. Et notamment, à Copenhague, ce qui est intéressant, c'est cette histoire du finger plan. Alors, on a tous entendu parler de cette histoire du finger plan qui date des années 1910-1920, qui est une figure urbaine extrêmement intéressante, qui relie en fait l'idée d'un développement urbain sur les doigts du gant, et entre ces doigts du gant, l'idée qu'il y ait le paysage, l'intégrité d'un écosystème et d'une biodiversité qui puisse venir jusqu'au cœur de la ville, hein. On voit la difficulté qu'on a, nous, à penser ça, notamment Paris avec le bois de Boulogne, le bois de Vincennes, qui sont deux entités paysagères extrêmement intéressantes, mais très refermées sur elles-mêmes et très en dehors de la ville. Là, il y a une planification stratégique dans laquelle on a à la fois la partie transport, les mobilités, avec les métros aériens qui viennent desservir ces doigts de gants, et puis l'intégrité des paysages qui viennent à l'intérieur. Il y a cette idée de passer du finger plan à l'Eurosund, c'est-à-dire d'avoir une stratégie entre deux pays, Malmö, Copenhague, la Suède et le Danemark, pour créer une métropole qui soit extrêmement efficiente en termes de dépenses énergétiques. C'est quelque chose d'extrêmement intéressant. Mais ce qu'on sait moins,
c'est que en fait, le Danemark a une politique énergétique derrière ça, c'est-à-dire que derrière chaque doigt du gant, il y a un réseau de chaleur qui est relié à des turbines, à des éléments qui produisent une énergie extrêmement vertueuse et qui la distribuent le long de ces infrastructures. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant qui montre ce lien entre le fait d'habiter un territoire et le fait de le desservir de la manière la plus économe, la plus écologique possible. Alors, vous imaginez bien que quand l'Europe a demandé à libéraliser voilà, l'énergie dans les années 2000, le Danemark a dit hors de question, puisque c'est mon intégrité en fait en termes de PIB, et c'est un investissement sur lequel je travaille depuis des dizaines d'années, donc je ne vais pas le libéraliser comme ça. Mais il n'empêche qu'il y a quand même une libéralisation qui se fait parce que automatiquement, les marchés sont là et les choses évoluent. Ça, c'était juste une petite slide pour vous montrer la réinvention de cette ville aussi vis-à-vis de du rapport à l'eau, hein, parce que comme souvent, c'est une ville qui s'est retournée sur elle-même et tout cet enjeu de venir voilà, créer des paysages qu'on appelle fluvestres, c'est-à-dire où on vient se rafraîchir le plus proche possible de l'eau, à la fois fluviale, à la fois terrestre. Mais ce n'était pas de ça dont je voulais vous parler avant tout, c'était de savoir où était produite cette énergie qui alimente l'ensemble du système. Il est produit sur un polder au nord de la ville de Copenhague, qui est un polder extrêmement industriel, où on a toute cette production énergétique qui alimente les réseaux. Et là, il y a une image que vous voyez qui est intéressante. Là, c'est cette usine d'incinération des déchets dans laquelle voilà, on a fait la une de tous les journaux sur cette usine magnifique sur laquelle on peut faire du ski, vraiment génial. Alors, juste pour la petite histoire, Aufor, qui est l'opérateur énergétique historique de la ville de Copenhague, a vu ce projet d'un très mauvais œil parce que figurez-vous qu'en fait, l'objectif qu'il y avait derrière cette image, c'était un doublement de l'incinération des déchets en fait, par une entreprise privée qui venait de Suède, en fait, pour le coup, et qui venait prendre des parts de marché grâce à la libéralisation des marchés énergétiques. Et donc là, on voit bien, voilà, toute la nuance, la différence qu'il y a entre l'image qu'on donne d'une chose et puis ce à quoi elle sert véritablement. Ça avait fait un petit tollé local avec des articles dans les journaux. Et juste en dessous, je vous mets l'usine d'incinération des déchets d'Ivry avec cette petite fumée blanche que Michel Corajou appelait la fabrique des nuages de Paris. Pourquoi je vous mets ça? Parce que à Paris, on a à peu près 200 tonnes d'encombrants jour. Il y en a, si on prend l'arrondissement du 11e, 11 tonnes. Dans ces 11 tonnes, il y a à peu près 70% qui sont de l'industrie du mobilier, voilà, le mobilier, l'industrie du mobilier, Ikea, enfin tout ce qu'on connaît. Je vous conseille le dernier reportage sur Arte qui nous fait comprendre d'où vient le bois qui sert à faire ces meubles. Eh bien voilà, en fait, 80% de ces meubles, donc c'est-à-dire des forêts de Pologne, finissent dans cette petite fumée blanche qu'on voit au bout de la rue de Paris. Donc, quand on dit que la ville est en hémorragie carbone, voilà, c'était un peu ce que je voulais vous faire comprendre, c'est-à-dire le sujet dans lequel on était. Ça, c'était juste une image. Je vous conseille, ce film, il est en replay, en gratuit. Vous pouvez le voir sur Internet de Werner Herzog. Alors, qu'est-ce que c'est que cette flamme? C'est en fait les puits de pétrole koweïtiens qui avaient été bombardés pour brûler, pour pas que le pétrole puisse être vendu en fait pendant la guerre du Koweït. Donc, on voit à quel point l'énergie et cette relation à l'émission carbone qu'elle génère est un enjeu géopolitique mondial sur lequel on a du mal à comprendre les choses et qui nous traverse en même temps qu'il nous dépasse. Alors, il nous dépasse, en même temps, il faut qu'on en soit acteur. Et je pense que vous pouvez tous être ambassadeurs d'une autre manière de faire cette synthèse. Et pour ça, je vous explique une chose. On a deux types d'énergie sur la planète. On a d'un côté les énergies de flux, de l'autre les énergies de stock. Les énergies de flux, ce sont les énergies qui alimentent les systèmes. Ce sont les énergies qu'on retrouve au bout de la prise de courant. Ce sont les énergies qu'on utilise pour se chauffer. Ça, c'est ce qu'on appelle les énergies de flux. Les énergies de stock, ce sont les énergies qui servent à produire des objets. Quand on produit un objet, quand on a une chaise, une table sur laquelle on mange, une chaise sur laquelle on s'assoit, il y a une énergie qui a été utilisée pour la produire, l'énergie des machines qui ont été utilisées pour le fabriquer, qui ont été utilisées pour récupérer les ressources. C'est ce qu'on appelle l'énergie de stock. Entre l'énergie de flux et l'énergie de stock, il y a une question de rendement. On a une énergie primaire, c'est l'énergie qu'on utilise au départ dans l'énergie de flux pour produire une énergie finale blanche.
qui permet d'arriver à une énergie utile. Quand on a une production de l'énergie qui est centralisée à l'échelle d'un pays et qu'on va ensuite desservir toutes les prises électriques de tous les bâtiments de France, eh bien, on a une perte en ligne qu'on équivaut à peu près à 30%. Vous voyez, c'est le petit schéma que vous voyez là, alors qui date sur la relation consommation énergie primaire de 2012, mais on est à peu près dans les mêmes eaux aujourd'hui. Et ces 30%, c'est un enjeu colossal en fait à l'échelle des besoins énergétiques auxquels on est confronté, à des émissions carbone dans lesquelles on est engagé. C'est pour ça que beaucoup de pays à l'échelle européenne s'engagent aujourd'hui sur une politique de production énergétique sur une échelle plus décentralisée, c'est-à-dire rapprocher voilà, le mode de production des lieux de consommation pour éviter d'avoir cette perte en ligne. Donc, l'idée d'optimiser les rendements. Dans l'idée du bâtiment, ce qu'on voit, c'est qu'on a 80% des bâtiments qui existent aujourd'hui, qui existeront, 80% des bâtiments qui existeront en 2030-2050 existent déjà aujourd'hui. Et donc, il y a cette impossibilité en même temps de produire toute l'énergie nécessaire pour 2050. Donc, ce qui fait qu'il faut agir en priorité sur l'existant. Mais derrière ça, en fait, on a une vraie difficulté, c'est d'arriver à relier les besoins qui, eux, augmentent continuellement. Il y a ce fameux effet rebond, c'est-à-dire on invente une technologie qui permet d'économiser de la consommation et en même temps, comme le téléphone, comme les écrans, et en même temps, on a un écran dans chaque pièce. On a un téléphone, voire deux, voire trois par personne. Donc, ce qui fait de l'économie, c'est-à-dire la technologie qui crée de l'économie, en fait, elle est complètement effacée derrière par le fait de multiplier par 10. Donc, moi, je suis très engagé sur cette idée que voilà, défendre Négawatt, la relation entre la sobriété, l'efficacité, les énergies renouvelables et la mise en place d'une stratégie locale à l'échelle de ces trois dimensions-là pourrait permettre de trouver une part de la solution. Thierry Salomon estime à pratiquement une centrale nucléaire nécessaire tous les écrans digitaux de publicité que vous voyez apparaître à la fois dans les métros, à la fois dans les rues. Ça vaut, en termes de consommation finale, une centrale nucléaire. Donc, il faut être conscient aussi de cette relation à la technologie. On parle de smart city, on parle de cette idée de pouvoir être autonome dans cette logique-là. Je pense qu'on en est très loin. Donc, l'idée, c'est de travailler sur ce rendement. L'idée, c'est que l'économie circulaire, elle peut se nourrir aussi de ça, à la fois dans la manière avec laquelle on identifie des gisements de déchets potentiels à certains endroits et la manière avec laquelle on identifie des besoins à d'autres niveaux. Il faut sortir de ce modèle linéaire. Je ne reviens pas là-dessus, vous connaissez ça par cœur et je viens aux solutions. Or, aujourd'hui, la vraie difficulté qu'on a, c'est d'arriver à faire la synthèse entre la décentralisation, la déconcentration, le fait qu'on a des logiques de stratégie à l'échelle d'État qui nous sont données. Il faut être positif, passif à l'échelle du bâtiment et on n'a pas de stratégie locale qui permette de mettre ça en place ou voire même la politique nationale est contradictoire avec une stratégie locale qui permettrait d'être efficient. Et c'est là où la relation avec une écologie territoriale, industrielle mise en place localement pourrait être vraiment intéressante. La question, c'est qui coordonne et qui manage cette transition. Il faut combiner et organiser la ville des technologies, donc le manager environnemental et l'économie circulaire dont on parlait. Il faut des nouveaux mix de production en lien avec le bioclimatisme, donc à la fois des opérateurs locaux de gestion des gisements, des ressources et des besoins. Et il faut mutualiser, inventer de nouvelles solidarités entre les besoins locaux, donc la réhabilitation des bâtiments d'un côté, les démolitions qui sont nécessaires de l'autre pour une réorganisation sociale. Donc, c'est cette idée de réinventer des liens de solidarité au niveau local. Denis Mido disait il est trop tard pour le développement durable, il faut se préparer au choc et construire dans l'urgence des petits systèmes résilients, sortir du tout parcellaire, du bâtiment, recréer des systèmes de solidarité à l'échelle d'îlots, de communautés, d'empowerment, comme on dirait dans certains pays, c'est quelque chose d'extrêmement important. Donc, sur quelques exemples, mais que je développerai lors de la formation qu'on mènera à l'école de la rénovation urbaine, le Labo d'Envie, c'est en fait la Fédération Envie qui recycle 30% de l'électroménager en France depuis les années 70 avec 3 machines à laver obsolètes. Ils font une machine à laver presque neuve et 2 emplois en insertion. Ils ont voulu qu'on travaille avec eux sur ce bâtiment qui devait être un exemple du point de vue de l'économie circulaire.
tout ce que vous voyez là, la façade, c'est que des déchets. Alors non, ce n'est pas des déchets, en fait, c'est des fins de chantier d'une entreprise, de l'entreprise avec laquelle on a travaillé, UTB, Union Technique du Bâtiment, une des scopes du bâtiment, qui a mis peu à peu tous ces éléments de côté, qu'on a repris. Alors, il a fallu qu'on redessine 3 fois la façade parce que les ouvriers allaient rechercher dans l'état pour reprendre des éléments. Mais ce qui est très intéressant, c'est le design inversé qu'il y a derrière ça. À la fois, dans ce bâtiment qui pèse 50 tonnes en seconde œuvre, on a économisé 20 tonnes de matériaux neufs grâce à cette dynamique de design inversé. C'est quoi? Ça veut dire qu'on ne pouvait pas imaginer dessiner la façade sans avoir le gisement. C'est une fois qu'on a eu le gisement qu'on a dessiné la façade. Donc, vous imaginez la logique qu'il y a derrière. Ça veut dire qu'il faut vraiment avoir une gestion de ces gisements, voir le potentiel de réutilisation qu'ils ont pour imaginer la manière avec laquelle on va pouvoir les réutiliser derrière. Pas évident de déposer un permis de construire avec ce genre de logique, mais on y est arrivé. On a déposé un permis de construire sur une logique systémique, un système de radiant, de calpinage. On ne savait pas encore exactement quelle allait être la matière, mais au final, je vous montrerai voilà, la différence entre le permis de construire et puis ce qui a été posé. Et vous pourrez voir que ce n'est pas si déconnant que ça. Un point extrêmement important, c'est le fait de ne pas avoir de faux plafond. Donc, je sais qu'aujourd'hui, il y a des négociations sur toutes les réglementations incendie, notamment sur la construction bois. Il faut vraiment qu'on réfléchisse à ça, à cette relation. On nous demande d'encapsuler chaque morceau de bois aujourd'hui, alors qu'on sait que sur une poutre en lamellé collé comme celle-là ou un plancher bois, le rapport de combustion est très lent et très long. Là, par exemple, le fait de ne pas avoir mis de faux plafond, c'est 5 tonnes évitées sur le bâtiment. Donc, un des éléments clés sur l'économie circulaire, c'est vraiment le matériau neuf évité. Pour moi, c'est le critère numéro 1 sur lequel on doit travailler. C'est ce que Negawatt appelle la sobriété, c'est-à-dire de dépenser moins d'énergie par rapport à tout ce qu'on a dépensé jusqu'à aujourd'hui. Pas de faux plafond, pas de placo. Du coup, les parpaings sont apparents. On a utilisé du parpaing parce que là, on devait être résistant au feu par rapport aux évacuations verticales. On a utilisé des briques de réemploi. Ça donne une esthétique. C'est un côté un peu patchwork. C'est moins propre qu'un design Stark, nickel, voilà. Mais en même temps, eh ben, les gens trouvent ça intéressant. C'est d'autant plus intéressant quand on voit aujourd'hui des gens qui vivent dans des quartiers urbains où on leur dit on ne va pas démolir vos bâtiments, on va les réhabiliter. Vous êtes déjà dans des quartiers. Des fois, les gens se disent mais en fait, on se fout de nous, c'est-à-dire on nous prend pour des moins que rien, on ne nous permet pas d'accéder à du neuf. Non, en fait, il faut leur expliquer que la plus belle des modernités aujourd'hui, c'est justement de refaire le bâtiment, la ville sur la ville, le bâtiment sur lui-même. Et c'est là où il y a une part d'éthique liée à une part d'esthétique qu'on est capable de réinventer. Ensuite, il y a ce concept de néga-carbone sur lequel on travaille à l'agence. Donc, on a un atelier de menuiserie, donc la remanufacture. Vous pourrez voir sur Internet ce qu'on y fait. Mais là, j'ai quelques exemples. À gauche, vous voyez donc un chantier de démolition en 2016, rue Cavagnac, un bâtiment construit en 1900 où la charpente primaire du bâtiment, c'est-à-dire tous les étages, étaient en poutre de chêne. Donc, on imagine que le bois que vous voyez là, donc, qui a l'air en très piteux état vu de l'extérieur, aussi quand on le voyait sur le chantier, on se disait mais pourquoi récupérer ces poutres? En fait, quand on met un coup de scie, 2 coups de rabot, on s'aperçoit que le cœur de ce bois, c'est-à-dire le carbone stocké dedans, hein, sur un bois chêne comme ça, c'est à peu près 50% de la masse globale du bois qui est du carbone, puisqu'on a une part de vide, de matière ligneuse, voilà, qui est dedans aussi. C'est quand même colossal. Ça veut dire que ce carbone, il a été capté entre 1810 et 1880, le temps que le bois pousse. Il a été mis dans le bâtiment en 1900. En 2016, il est démonté. Il y a un tas de bois de 2 niveaux qui part à l'incinérateur. On n'a pas tout récupéré, je vous rassure, il y en avait tellement que c'était impossible. Il fallait être costaud pour récupérer ces poutres, hein. Vous voyez là, le déménageur breton, il fait 2,10 m de haut. Voilà. Mais ceci dit, avec ces bois, et c'est ce dans quoi on s'est engagé, et je vous appelle à construire des remanufactures dans toutes les métropoles de France. On vient débiter le bois, on le recontrecolle et puis on fait la cloison dans la fédération en vie
qui est faite à la fois avec les hublots de machines à laver récupérés, qui est quelque part un peu 3 machines à laver obsolètes, une machine à laver presque neuve, le déchet ultime de la Fédération en vie. Et puis avec les vieux bois, on a fait donc toute cette cloison. Donc après, je vous expliquerai qu'il y a eu plein de problèmes sur le bureau de contrôle qui ne voulait pas me valider ma cloison parce qu'il me disait que si quelqu'un tombait dessus, il allait tomber par terre. On a fait une vérification, les boulons, on a tout démonté, on a calculé les laisser au sac. Voilà, jeter un sac de 70 kilos dans la cloison pour montrer que ça résistait. On a eu l'accord du bureau de contrôle. Ça, c'est de l'artisanat de nouvelle génération, c'est-à-dire la remanufacture. C'est un atelier du Faubourg qu'on a récupéré en 2018. C'était un ébéniste d'art qui travaillait là. Il allait chercher des bois précieux à l'autre bout du monde pour faire les plus beaux meubles voilà, de Paris. Eh bien, nous, on va chercher les déchets du bout de la rue pour faire une menuiserie d'aujourd'hui qui stocke du carbone plutôt qu'elle en émet. Elle stocke du carbone à 3 niveaux. Le concept de négacarbone, c'est-à-dire dans ce morceau de bois que vous voyez là, on a à la fois le carbone qui est stocké dans la matière, 50% de la masse volumique de ce morceau de bois. On a à la fois l'énergie des charpentiers qui ont équarri à la main, voilà, elle est dedans, quoi. La main du charpentier est dans cette matière. Et puis, on a aussi le fait que les matériaux neufs qu'il aurait fallu utiliser pour faire cette cloison, ils restent là où ils sont. Voilà. Négat carbone 3 fois. C'est trop tard pour imaginer qu'on va être vertueux en faisant 50% de moins. Il faut faire du stockage carbone. C'est l'enjeu numéro 1. Et il faut inventer des filières locales qui permettent de faire ça et de sortir de cette logique du déchet. Tout ce qui est relation entre la sobriété, la prévention, le réemploi. Imaginez que on démonte une fenêtre quelque part, on la réutilise en tant que fenêtre autre part et on évite d'avoir une transformation de cette fenêtre. Après, quand on réutilise, c'est-à-dire on prend la fenêtre, on la transforme en porte, on réutilise, ou on recycle, on prend une fenêtre, on démonte, on récupère le bois, on en fait du parquet. Donc ça, on rajoute du carbone sur du carbone stocké, donc ça reste vertueux, mais pas autant que voilà, si on réutilise la fenêtre telle qu'elle est. Donc, tout ce bilan de circularité sur lequel on a travaillé avec EVA Conseil quand on a fait le bilan sur la Fédération en vie, c'est quelque chose, des critères précis, quantifiés, qui doivent permettre de légitimer une nouvelle manière de voir les choses. On ne peut plus imaginer aller acheter des objets dans des centres commerciaux sans avoir un bilan de circularité et de savoir exactement le carbone qu'on a dépensé pour créer cet objet et combien ça coûte. Imaginez bien qu'aujourd'hui, quand je prends mon chêne que vous voyez là et que je le réhabilite, il coûte pratiquement 2 fois plus cher qu'un chêne qui est vendu par des grandes enseignes commerciales, qui a été abattu en France, débité en Chine et qui nous est revenu dans les grands opérateurs commerciaux. Le bilan carbone n'est pas compté aujourd'hui dans le prix de la matière qu'on achète, c'est pas possible. On est en train de se marcher dessus, c'est complètement dingue. Donc, faire quartier, il me reste, Céline, plus Ça reste, si on veut 10 minutes, parce qu'il faut un temps d'échange. Donc, je vais peut-être accélérer un peu, mais revenir sur cette notion de quartier, de voir comment on arrive à mutualiser et partager des charges pour vivre ensemble. On sait aujourd'hui qu'il y a un gros enjeu de rénovation énergétique dans les bâtiments. On a un gros problème, c'est qu'aujourd'hui, on a des bâtiments qui datent des années 30, des années 50. On se dit qu'en mettant un isolant sur les façades, on va isoler en changeant les fenêtres. Oui, certainement. Qu'est-ce qu'on génère derrière en termes de qualité d'habitat? Qu'est-ce qu'on génère derrière en termes de bilan carbone entre la matière qu'on utilise pour isoler, la plus-value qu'on donne aux gens qui habitent dans le bâtiment? C'est un des vrais sujets sur lesquels on travaille aujourd'hui à l'agence. L'idée qu'il puisse y avoir une réhabilitation énergétique globale, qu'on ne soit pas dans des relations entre des propriétaires, des locataires et puis des entreprises directement, mais qu'il y ait des gens qui gèrent cette relation pour vraiment créer une plus-value au final, à la fois sur la valorisation du bien, du patrimoine qu'on réhabilite, mais aussi sur la qualité de vie qu'on donne derrière. C'est un enjeu extrêmement important et en lien avec le bilan carbone. Donc, je ne rentre pas dans le détail. Ça, c'était juste l'élément pour vous dire la technologie, elle coûte très cher, elle a peu d'efficacité. Alors,
il faut pondérer hein, quand on est dans une technologie de chauffage centralisé, de chauffage commun. Là, c'est différent. Mais en tous les cas, l'éco-design peut faire gagner énormément d'énergie. Ça, c'est ce que je voulais dire là. L'idée de la mutualisation, des solidarités partagées au sein d'un îlot, c'est quelque chose aussi d'extrêmement important. L'idée de mettre en place des économies et des filières locales pour cela, c'est important aussi. J'avance rapidement sur les exemples. Donc, Roland Castro nous a montré comment les objets architecturaux pouvaient être retournés sur eux-mêmes, avec des bilans en termes de nombre de logements, de réhabilitation qui sont extrêmement intéressants. Donc, ça, c'est les bâtiments qui ont été réhabilités à Lorient, quai de Rouen, voilà, avec des bilans extrêmement intéressants. On part d'une barre et on obtient 2 bâtiments à une échelle complètement différente. On sort de l'architecture monument et on rentre dans une architecture du logement qui redonne une image complètement différente. Il y a eu deux éléments comme ça que je trouve tout à fait exceptionnels et dont il faut pouvoir se... Mais ça ne s'est pas limité à changer les fenêtres, à refaire une étanchéité et à remettre un isolant sur la façade. Ça s'est vraiment fait en lien avec une question d'habitabilité et d'architecture derrière qui était extrêmement intéressante. À l'échelle des quartiers, il y a une loi en Angleterre qui dit qu'on n'a pas le droit de construire un centre commercial en périphérie tant qu'on n'a pas prouvé qu'on ne pouvait pas le faire en centre-ville. Alors, cette petite loi, de rien du tout, c'est une loi d'économie circulaire, en fait, parce que là, vous êtes à Liverpool, vous avez un site historique un peu en désindustrialisation, un peu oublié. Un centre commercial vient se mettre là en lien avec le centre-ville historique. C'est plus complexe, hein, ce n'est pas de la boîte à chaussures à 1000, allez, 1000, qu'est-ce que je dis, à 700, 500 euros le mètre carré qui permet d'avoir un rendement sur la boîte de petits pois. Voilà, on est dans autre chose, mais c'est extrêmement intéressant parce que ça se fait en solidarité avec les tissus anciens. Je vous montre ça pour montrer que le bâtiment en lui-même ne peut pas être la réponse, qu'il y a une logique, une stratégie de valorisation urbaine à une échelle globale. On le voit à Liverpool, on le voit à Westerbro, à Copenhague, avec l'idée qu'un îlot puisse devenir un îlot commun et qu'on ne réfléchisse plus à l'échelle d'un bâtiment ou d'une parcelle, mais qu'on réfléchisse le service, les besoins en termes de parking vélo, de jeux d'enfants, de chauffage mutualisé. Ça, c'est extrêmement intéressant. Et là, je viens donc sur 2 derniers projets sur lesquels on travaille actuellement à l'agence. Donc là, on a un appartement de rue Étienne Marais à Paris, appartement voilà, qui n'a jamais vraiment été réhabilité. Gros problème à la fois en termes énergétiques et d'habitabilité, notamment parce que monsieur et madame Bertaille ont une enfant, Mathilde, avec une chambre dans l'appartement de 70 mètres carrés. Et donc, du coup, Mathilde est dans la chambre des parents à 2 ans, c'est compliqué. Et donc, du coup, l'idée de la famille, c'était de se dire, on va mettre Mathilde dans la cuisine. La cuisine, elle est un peu dans son jus, un peu en formica, voilà. On se dit, mettre Mathilde dans la cuisine quand même. Et c'est là où le design inclusif apparaît. Alors là, ça, c'est les objets utilisés. Donc là, un parquet démonté d'un gymnase dans le 12e à Paris, récupéré avec Réavis sur la gestion des gisements. Parquet de chêne, parquet de hêtre, alors pas toujours bien démonté, il a fallu qu'on retravaille. Un bâtiment de l'UNESCO sur lequel on a pu récupérer des panneaux qui venaient faire les cloisonnements des bureaux. Et à la fin, ça fait la chambre pour Mathilde, c'est-à-dire des meubles, un parquet, des meubles qui sont à l'échelle de Mathilde, la grand-mère de Mathilde qui met les rideaux dans la cuisine, pardon, dans sa chambre. La question, c'est où est passée la cuisine. La cuisine passe dans le séjour parce que le séjour, en fait, était vraiment très grand, pas très bien aménagé. Eh bien, on a une partie séjour, une partie cuisine dans la même pièce. On met la cuisine dans la cloison. Et alors là, qu'est-ce qui se passe? Un truc assez magique, c'est que, en fait, imaginez bien que dans un appartement tout biscornu, voilà, des années 30, on met des meubles d'équerre. Eh bien, on a une perte de rendement entre le meuble d'équerre et l'appartement biscornu. Et puis souvent, on veut mettre des objets dans le meuble d'équerre issu de l'industrie du mobilier, voilà, bien connu, qui fait que souvent ça rentre pas, quoi. Parce que voilà, on a une famille, par exemple, là, qui a des bocaux, chaque bocal a son importance pour les céréales, Eh bien là, on a fait la synthèse du mur, la synthèse de ce qu'il fallait mettre dans le meuble, et on fait le meuble sur mesure. Alors, j'estime un rendement positif de 3 à 5% sur l'appartement au final. C'est-à-dire que le fait de réfléchir sur un design inversé qui met la matière réutilisée et qui fait que chaque objet trouve sa place au final, on gagne de l'espace. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. On fait ça aussi sur la partie urbanisme de préfiguration.
avec l'idée que quand on construit un espace public, on peut le faire avec les habitants. Ils sont hyper demandeurs de ça. Là, on est sur des micro-charpentes qu'on a designées, conçues avec les habitants. Alors, beaucoup d'habitantes, d'ailleurs. Chaque habitant est responsable d'un morceau de charpente. La juxtaposition de toutes les charpentes construit une table à Romainville, au pied de la cité maraîchère. C'est un design inclusif, un design inversé. On est pareil sur des morceaux de bois récupérés. Donc voilà, c'était un peu rapide. Voilà, j'ai pas fait la synthèse. Tout ça, c'était surtout pour vous donner envie de venir à l'école de la rénovation urbaine, vivre voilà, ce projet qu'on a construit en design inversé, voilà, juste en face l'ANRU. Au plaisir de pouvoir échanger sur tous ces éléments et puis de répondre à vos questions dès maintenant, si vous le souhaitez. Merci beaucoup, Alexandre. Alors, n'hésitez pas à nous adresser vos questions parce qu'il nous reste effectivement une petite dizaine de minutes avant que chacun d'entre vous retourne à ses activités. Merci de ta présentation qui nous fait voyager entre les échelles et depuis les cartes de la Suède jusqu'à un appartement parisien et qui permet de balayer pas mal de sujets. Effectivement, on aurait envie de tout creuser parmi ces exemples. Moi, il y a je ne sais pas si c'est des questions, mais il y a quelques mots qui ont attiré mon oreille. Celui des solidarités nécessaires. Alors, tout est illustré, évoqué. Évidemment, il faudrait prendre plus de temps pour creuser, mais on voit que ce que tu fais en termes d'urbanisme transitoire, participatif, j'imagine, participe de ça. La notion de filière aussi, est-ce que c'est possible, ça, de constituer des filières au-delà des exemples que tu nous as montrés? Et puis, je trouve que tu as évoqué aussi le sujet de la qualité, c'est-à-dire comment, à partir de quand, on considère que faire du réemploi, c'est pas effectivement se moquer des gens ou faire quelque chose à bas coût. Comment on garantit ça? Alors, c'est des questions très importantes. Donc, sur la question de la mutualisation, c'est vrai que aujourd'hui, on voit donc avec la nécessité de sobriété foncière, le ZAN, avec les reculs du trait de côte sur les littoraux français, on voit que le territoire se restreint. On voit qu'aujourd'hui, on peut plus faire sans compter. Et je pense que les gens s'en rendent compte. On a eu un atelier comme ça avec le PUCA la semaine dernière qui était très intéressant. On se posait la question de savoir mais pourquoi dans des îlots historiques peu denses, pourquoi les gens étaient si peu en lien. Alors on sent avec les communautés de voisinage qu'ils essayent de partager des choses, il y a des fêtes de rue, des choses comme ça, mais il n'y a pas vraiment d'ambassadeurs à l'échelle de l'îlot. Les élus ont du mal à redescendre à cette échelle-là et on sent que c'est là où il se passe quelque chose. On a des règlements d'urbanisme en France qui sont à l'échelle de parcelles, qui sont à l'échelle de cette individualisation à laquelle on arrive, c'est-à-dire tout seul, derrière sa maison, sa chaudière, À un moment donné, il va falloir qu'on se pose la question entre le réseau de chaleur mutualisé à l'échelle d'une commune et puis la chaudière au gaz individuelle ou alors la pompe à chaleur individuelle. Je pense qu'il y a des échelles intermédiaires sur lesquelles il faut vite qu'on travaille de toute urgence. Et là, je le dis d'autant plus que j'ai regardé un peu les personnes qui étaient autour de la table aujourd'hui. Elles ont tout un rôle à jouer là-dessus qui est déterminant. Ça ne va pas pouvoir se faire sur tous les îlots à la fois, mais repérons ensemble l'îlot où il y a 4 habitants qui sont prêts à jouer ce rôle-là. Le bâtiment dans lequel il y a des habitants qui sont prêts à... Le germe, derrière, il va partir très vite. Au départ, c'est compliqué. Après, derrière, ça peut aller. Il faut des ambassadeurs à l'échelle des îlots, il faut des élus qui redescendent, il faut se donner une règle du jeu. Dire on va partager son jardin. Voilà, on a chacun sa parcelle, chacun son jardin. On va partager son jardin, on va ouvrir les... Ça, c'est compliqué en France de partager, de mutualiser. Hein. Alors, peut-être il faut protéger le jardin. Peut-être c'est différent. Peut-être il faut travailler à une valorisation écologique de ce jardin. Il y a des parties qui sont bitumées, il y a des parties qui sont complètement fermées. Est-ce qu'on peut débitumer ensemble? Est-ce qu'on peut ouvrir, replanter des arbres? Il y a des cerisiers qui sont peut-être plus, qui ont plus de valeur. Peut-être on les replante ensemble et on partage la production. Il y a plein de petites dynamiques qui se mettent en place et on peut prolonger. Je rebondis du coup sur une question qui vient d'arriver. Il y en a deux, je les traiterai toutes les deux. Comment ce que tu décris, ça rebat les cartes entre l'ingénierie, le matériel, la main-d'œuvre pour la maîtrise d'ouvrage? Le temps de travail, c'est
plus le même, il est redistribué dans le modèle que tu évoques, en fait. En fait, très clairement, il y a beaucoup plus de temps de main-d'œuvre, en fait, parce qu'on est sur du sur-mesure, on est sur un temps de design qui est extrêmement important. Et donc, on peut se dire ça coûte 2 fois plus cher à la fin. Ça coûte 2 fois plus cher? Non, parce que là, je vois par exemple à la menuiserie, il y a tout un modèle social. Moi, je travaille avec des menuisiers qui ont retrouvé un boulot, qui ont fait un CFA, voilà, qui sont dans un processus de formation. Aujourd'hui, la menuiserie, elle arrive à subvenir à ses besoins sans être dans une économie. On est de fait dans l'économie solidaire et sociale, mais je dirais qu'on n'a pas d'aide qui viennent de ça. Peut-être il faut réfléchir à des modèles alternatifs sur ce lien entre l'économie solidaire et sociale et l'économie circulaire, comment on arrive à concilier les deux. Réavi est dans ce modèle-là que je trouve vraiment très intéressant. Il y a aussi une économie de la circularité qui va aller chercher à financiariser les modèles. Ça, c'est une autre logique. On voit bien que la matière, elle pose la question de cette relation entre la solidarité sociale d'un côté et puis la financiarisation de ce matériau de l'autre. Je vois aujourd'hui des parquets démontés en chaîne qui sont vendus à 400 € le mètre carré parce que c'est un vieux parquet qui a vieilli. Il y a une valeur qui se crée autour de… Voilà. Alors, question, je reste sur le parquet pour la question qui a été posée. Est-ce qu'il faut traiter le vieux bois avant réutilisation? On le rabote, on revient en fait on le traite pas en tant que tel. Après, bien sûr, on ramène un vernis, mais c'est un vernis hydro, c'est pas des vernis. C'est pas ça qui est particulièrement… Non. Ensuite, on a 2 questions. Alors après, juste pour être tout à fait clair, c'est que ça marche quand on est dans des appartements privés où on n'est pas dans des ERP. Si on rentre dans des ERP de 5e catégorie où on a une résistance au feu à avoir, c'est un peu différent. Voilà. Établissement recevant du public. Établissement recevant du public. Voilà. Pas faire n'importe quoi, comme on le sait à l'école. Le renouvellement urbain. Il y a une série de questions qui commencent à se rapprocher davantage de notre sujet renouvellement urbain, et donc je pense qu'ils seront aussi développés dans la formation pour ceux qui pourront la suivre. Question sur les bailleurs sociaux. Est-ce que les bailleurs sociaux sont ouverts à cette nouvelle façon de voir l'urbanisme? Et puis il y a une remarque plus qu'une question, les bailleurs sont plus pour de la réhabilitation au lieu de la construction neuve. Alors ça, je pense que c'est un peu partiel, enfin c'est un point de vue. Je ne suis pas sûre que ça résume l'attitude de tous les bailleurs sociaux, et je crois qu'il y en a beaucoup qui aimeraient construire plus de logements sociaux en ce moment et qui ont du mal pour différentes raisons. Malgré tout, cette question, en tout cas dans le renouvellement urbain, réhabiliter ou démolir, reconstruire, c'est une question qui se pose. Et puis, est-ce que toi, dans ta pratique, tu vois des bailleurs qui se sont orientés vers ça, vers le réemploi, l'économie circulaire? Et on a une question aussi sur la réutilisation des débris de chantier, cette fois pour de l'agriculture urbaine. Alors ça, moi, je ne connais pas, mais… Ok. Donc, sur la partie réemploi en lien avec les bailleurs ont des gisements extrêmement importants. Je sais que Paris Habitat a mis en place toute une filière de récupération de ces gisements avec une plateforme de stockage. Après, la vraie difficulté, c'est qu'un bailleur tout seul, il a du mal à faire le lien entre le gisement qu'il doit gérer, la transformation, la réutilisation en design sur des réhabilitations qui peuvent être très complexes, où voilà, il ne faut pas être à l'échelle d'un artisanat qui prenne trop de temps et qui soit trop cher. Donc, il y a une logique d'industrialisation qui devrait se mettre en place derrière. Elle n'existe pas aujourd'hui. Nous, on y travaille avec des acteurs parisiens. On essaie de dépasser aussi un peu les limites de Paris par rapport à ça. Ce qu'il faut vraiment, c'est que l'ensemble des acteurs portent cette idée de construire une écologie industrielle territoriale. Un EIT, l'ADEME, porte ces bilans de gisement, d'écologie territoriale pour voir comment on identifie les chantiers de démolition, de réhab, de besoins pour demain et comment on recrée des filières derrière ça. C'est le bailleur, mais ce n'est pas le bailleur tout seul. Il faut qu'il y ait des élus qui portent, il faut qu'il y ait des plateformes. On a Réavi, on a Bellastock, on a Cyclup, on a Bacatcha. C'est des structures qui se montent et qui facilitent. La création d'un écosystème. Voilà, c'est ça. Alors, l'écosystème est en train de se mettre en place. Je pense qu'il est lent à se mettre en place parce que chacun dans son milieu va vouloir être le menuisier le plus vertueux, la plateforme de stockage des gisements la plus vertueuse.
mais on n'a pas le modèle encore global. Et ça, pour moi, ça doit se mettre en place à l'échelle de métropole, à l'échelle de ville, à l'échelle de quartier. Et tout le monde peut en être porteur de ça, mais il faut que les gens se rapprochent là-dessus. Ouais. Et ce que quelqu'un évoque, ça implique aussi que les relations changent entre les différents acteurs. Ah bah là, oui. Quelqu'un dit les bailleurs sociaux sont très intéressés, mais ça demande une autre relation avec nos locataires. C'est ce que tu évoquais Exactement. au tout début. Exactement. Et moi, c'est aussi ce que m'évoque ton illustration, ta dernière illustration sur un appartement complètement remodelé. Le fait que tu dis que ça permet de gagner de l'espace parce qu'on était sur une architecture des années 30. Je sais qu'il y a souvent des patrimoines sociaux où on se dit les gens ne savent pas où mettre leurs meubles parce que tel ou tel architecte dont on ne citera pas le nom a eu une vision d'architecte avec des angles ou des bosses ou des ronds qui fait que en fait, c'est pas si simple pour les locataires. Là, on voit des perspectives pour inventer un peu d'autres choses, mais c'est vrai que ça c'est fondamental parce que du coup, dans le design inversé, il y a le fait qu'on parte de la matière, voilà, le déchet qui devient le gisement, la matière première, mais il y a aussi cette idée qu'on part de l'usage. Ça veut dire que plutôt que de vivre la réhabilitation comme un moment de vie compliqué, de chantier dur à vivre, ça serait intéressant de se dire, mais quels sont les besoins des ménages? On voit aujourd'hui, avec le télétravail, moi je vois plein de gens qui viennent à la menuiserie, qui me disent je ne sais plus quoi faire de mon ordinateur, c'est un élément de conflit avec mon conjoint, je le mets sur le lit, ça ne va pas, je le mets sur le... est-ce qu'on ne peut pas trouver une table dans laquelle je mets l'ordinateur? Est-ce qu'on peut pas... En fait, ce qui est complètement dingue avec le Covid, c'est qu'on s'est rendu compte que dans son appartement, chaque centimètre carré, chaque millimètre carré compte, en fait. Et qu'une petite niche qu'on a oubliée pendant 30 ans, en fait, si on met un petit bureau dedans, qu'on replie, et ben d'un seul coup, ça règle un problème qui, au quotidien, devient quelque chose de fondamental. Les habitants, les locataires des bailleurs, ils ont ces problèmes-là au quotidien. Et peut-être que le fait de partir d'eux, de leurs besoins, ça pourrait être une manière de retourner la réhabilitation dans un autre sens que voilà. Peut-être juste dernier mot, agriculture urbaine, l'utilisation des déchets ou des... Alors ça, c'est quelque chose que je trouve extrêmement intéressant. On y travaille. C'est-à-dire, il y a 2 gisements de stockage carbone qui sont fondamentaux pour les 20 ans qui viennent. Il y a à la fois celui que je viens de présenter là, le carbone stocké dans la matière qu'on a extrait le cycle dernier. Il y a la renaturation des sols, c'est-à-dire le fait que le sol vivant, il stocke du carbone. Quand on a un sol bitumé, il stocke rien du tout, il est mort. À partir du moment où on désartificialise les sols, on casse de la matière. La difficulté, c'est qu'on utilise du carbone pour casser cette matière. Cette matière, souvent, elle a été surdimensionnée. On a des dalles, des graves ciments qui peuvent descendre jusqu'à 80 cm de profondeur. Si je dois mettre 4 personnes avec des marteaux piqueurs du matin jusqu'au soir pour casser ma grave ciment, et à un moment donné, ça ne va pas. Ça veut dire qu'il va falloir que je réinvente des substrats qui vont venir par-dessus certaines couches ou que je fasse des trous pour retrouver la terre et les horizons des sols en dessous. Et donc, nous, à l'agence, c'est pour ça qu'on est à fond sur cette relation entre une stratégie carbone à l'échelle des matériaux, mais aussi à l'échelle de la désartificialisation. À partir du moment où on a une logique entre les deux, c'est vrai qu'il peut y avoir quelque chose d'extrêmement vertueux qui se met en place. Parce que le sol, c'est de la matière. En fait, on ne se rend pas compte, mais c'est énorme. Là, on a été retenu sur la sobriété foncière à Laval. Laval, c'est 600 hectares d'urbanisés durant les 10 dernières années. Pour faire le ZAN, il faudrait qu'on fasse 50% en moins pour les 10 prochaines années. En fait, on se rend compte, dans les 600 hectares, il y en a la moitié pratiquement, c'est de l'artificialisation des terres agricoles liées aux besoins de l'agriculture. On sait que dans l'agriculture, il va y avoir des mouvements qui vont se mettre en place. Il y a des mouvements de rationalisation des exploitations. Il y a des bâtiments qui sont abandonnés à droite à gauche. Le problème, c'est que c'est très diffus dans le territoire. Mais il y a un potentiel de renaturation extrêmement important. Là, il y a des pistes comme celle-là à l'échelle... Enfin, vraiment, c'est passionnant et voilà. Merci. Je pense que tu as réussi à transmettre ta passion. Merci à tous. Contrainte. Merci à tous d'avoir pris le temps de suivre ce moment avec nous. Si vous voulez approfondir le sujet, donc notre prochaine formation aura lieu les 13 et 14 mai prochains. Mais c'est de toute façon un module que vous retrouverez au catalogue.
Et on le voit en conclusion, qui permet de faire le lien avec plein d'autres sujets, celui des requalifications du bâti, celui de l'agriculture. Voilà, c'est assez prometteur. Merci à tous, bon courage pour votre après-midi et un grand merci Alexandre. Merci à tous, c'est un plaisir.